Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous recevons Yann Compan, bonjour. Bonjour Paul Alors Terrain, vous êtes conseiller communautaire et conseiller municipal UMP, enfin il faut dire les des Républicains Républicains maintenant, maintenant, ouais. à Bron, une commune où il va y avoir du changement puisque Annie Guillemot a décidé de laisser la place à son premier adjoint, Jean-Michel Longueval. Elle part parce qu'elle va présider le Citral. Finalement, est-ce que c'est pas une très bonne nouvelle pour Bron puisque si elle préside le Citral, vous pouvez espérer récupérer quelques transports en commun. C'est plutôt bien. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Bron, alors c'est vrai qu'il va y avoir du sport à Bron dans les mois qui viennent. Bron est ville sportive 2008, je rappelle, mais effectivement Annie Guillemot c'est un peu le Don Quichotte de l'Est lyonnais, elle court après beaucoup de moulins et donc son dernier moulin c'est la présidence du Citral, transport de l'Est, transport de l'agglomération lyonnaise. Je pense pas que ça apporte C'est un beaucoup poste à... énorme, hein, et C'est un on poste va le énorme, c'est un rappeler. poste énorme, stratégique, il y a des gros investissements, il y a des projets dans les cartons, il y a la ligne C3, il y a le prolongement du métro jusqu'aux hôpitaux sud, il y a le prolongement du tram jusqu'aux hôpitaux est. Tout ça étant bien entendu des bons projets, à part le C3, mais on n'est pas là pour parler dans le détail du C3. Non, je pense qu'elle est très occupée, Annie Guillemot, aujourd'hui, et malheureusement, c'est pas bon pour Bron, parce que Bron passe clairement au second plan. Après, ce qui est plutôt sain, et finalement elle vous a un peu coupé l'herbe sous le pied en annonçant qu'elle allait laisser la mairie de Bron, puisqu'elle était dans une situation entre guillemets d'hypercumul, puisqu'elle est sénatrice, Mhm. maire de Bron, vice-présidente de la métropole avec quasiment toutes les compétences héritées du 90% département, des compétences du département, plus ouais. le Citral. Là, elle vous enlève un argument en fait en démissionnant. Plus tous les organismes qu'elle préside, anciennement les PARECA, vice-présidente de l'Association des maires de France, présidente des maires de banlieue, enfin j'en passe, le cumul de fonctions en plus des cumuls de mandats. Non, elle nous a pas du tout coupé l'herbe sous le pied, puisque à peine élue, un mois et demi après l'élection municipale, elle avait elle-même annoncé que bah, ça y est, Bron était juste le marchepied qu'il lui fallait pour passer à autre chose, et elle avait annoncé sa candidature pour être sénatrice. Et elle avait annoncé donc qu'elle quitterait de toute façon son poste de maire tôt ou tard. Donc maintenant on en prend que c'est plutôt tôt que tard. Voilà, donc il n'y a pas du tout de surprise de ce côté-là. Mais est-ce que c'est sain qu'elle quitte la mairie en disant voilà, j'ai trop de responsabilités, j'abandonne la mairie? Bah, vous savez, le Sénat a discuté il y a quelques jours concernant la loi sur le burn-out. C'est sain surtout pour elle, je crois que c'est sain surtout pour Madame Guillemot. On était très inquiets pour sa santé. Parce que j'ai fait un petit calcul rapide, si on prend les jours de la semaine, y compris le week-end, hein, les 7 jours de la semaine, en cumulant toutes les fonctions, ne serait-ce que sénatrice, maire de Bron, Citral, plus Grand Lyon, j'avais calculé qu'il n'y avait pas assez de jours pour occuper toutes ces fonctions. Donc à un moment donné, je crois que humainement, on peut pas tout faire, et en tout cas tout faire bien. Vous pensez qu'elle va réellement prendre du recul à Bron ou qu'elle va continuer à gérer finalement dans l'ombre? Alors, Puis c'est ce qui se passe, hein, on l'a souvent vu avec des maires qui démissionnent pour cause de cumul des mandats mais qui continuent quand même de tirer les ficelles en coulisses. oui, bien sûr, je crois que tout ça est très malsain. Il y a deux aspects. Il y a un aspect au Citral. Il faut quand même rappeler qu'Annie Guillemot est le troisième choix à minima de Gérard Collomb, puisqu'on pressentait tout d'abord Thierry Philippe, et puis après on sait que c'est Madame Vulien. Enfin, le premier choix c'était Bernard Rivalta de toute Oui, façon, de mais toute qui a façon. été Alors, oui, Bernard écarté. Rivalta, mais justement, on va en parler. Le deuxième choix, c'était plutôt Madame Vulien, mais politiquement, c'était pas très correct, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, ça fut Madame Guillemot, qui était compatible avec Collomb, comme c'était indiqué. Mais on sait très bien qu'en réalité, c'est pas elle qui va complètement gérer le Citral, et que, effectivement, M. Rivalta restera l'aiguille de Gérard Collomb et celui qui va gérer les dossiers. Donc ça, c'est la première chose pour le Citral. Et puis, à la mairie de Bron, elle dit qu'elle va rester conseillère municipale. Je souhaite beaucoup de chance à sa majorité. Parce qu'effectivement, un ancien maire ou une ancienne maire qui reste dans l'environnement de l'exécutif, bah, ça va être très compliqué à gérer pour celui qui va prendre la place. Parce qu'avoir sans arrêt derrière son épaule le regard de celui qui gérait la commune avant ou celle qui gérait la commune avant, c'est insupportable. C'est Ouais, proprement insupportable. C'est une situation qu'elle connaît. Peut-être qu'elle ne tombera pas dans les travers, puisqu'elle avait, Bah, on entre dit guillemets, que- hérité de la mairie de Bron comme ça de Jean-Jacques Kéran, et Oui. qu'elle était restée, entre guillemets, encore sous tutelle d'Elisabeth Bressy-Kéran, l'épouse de Jean-Jacques Kéran, qui faisait partie de son équipe, puis qui s'est présentée au municipal de mars 2014 contre elle. Elle connaît peut-être les travers. Peut-être Mais- que du coup, elle pourra Non seulement elle connaît, déminer mais les choses trappes. Annie Guillemot dit souvent que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Dans ce cadre-là, je pense qu'elle n'aura pas de mal à répéter ce qui s'est déjà passé et à continuer à
à mettre son nez dans les affaires de la mairie de Bron. J'en doute, enfin personne n'en doute de toute façon. Je souhaite bien du courage à son successeur, mais elle a une majorité déjà à Bron qui est très, très fragile. Lors du vote du budget, où elle a imposé une augmentation d'impôts locaux à Bron, il y avait 7 sièges vides dans sa majorité au Conseil. Donc des gens qui ont clairement préféré la politique de la siège vide plutôt que de voter une augmentation d'impôts. Donc il y a déjà des tensions. On peut tous aller à la piscine, on va rendez-vous chez Oui, le mais dentiste. mais quand on est élu, on a surtout le devoir de siéger et de respecter son mandat. C'est la première des choses. Donc voilà, il y a déjà une tension palpable au sein de la majorité. Je pense que ça va être très compliqué. Donc finalement, pour revenir à la première question, vous vous réjouissez de tout ce qui se passe, vous? Non, on ne peut pas se réjouir pour Bron parce que les investissements ne sont pas là, les projets ne sont pas là, on n'a toujours pas de visibilité sur le plan de mandat, sur les projets qui devraient arriver dans les mois, dans les années qui viennent. On n'a rien, on n'a aucune visibilité. On a une cuisine centrale qui est plus au nord, on a des besoins d'investissement sur des équipements sportifs, on a des besoins de rénovation dans les écoles. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses à prendre en charge et on ne voit rien venir. Mais alors peut-être que ça peut changer, puisque Annie Guillemot, là, devient finalement une femme forte, j'allais dire un homme fort, mais non, une femme forte du système Collomb à la métropole, puisque finalement elle exerce après lui toutes les compétences les plus importantes, ce qui veut dire qu'elle compte, que c'est aussi le développement de Bron au sein finalement de l'agglomération, puisque l'Est de l'agglomération était jusqu'en mars 2014 à dominante rose, il reste quasiment plus que Bron comme ville socialiste, ce qui réévalue le poids de Bron. Du coup, ça peut être aussi bon pour la commune, justement pour ces investissements qui manquent. Peut-être qu'Annie Guillemot va réussir à récupérer des millions d'euros qui manquaient auprès de Gérard Collomb, Ouais, vu qu'elle pèse maintenant dans le système. J'en suis pas persuadé du tout. Encore une fois, sans visibilité sur la politique d'investissement dans les années à venir, on ne voit rien venir et je ne vois pas comment elle pourrait peser et influencer plus pour ça dans les années qui viennent. Peut-être au Citral. Peut-être que vous allez voir des lignes de bus ou des lignes de transport en commun apparaître miraculeusement sur votre commune. Des lignes de bus dans certains quartiers, ça serait vraiment bien pour Bron, et notamment, je pense, des dessertes interquartiers dans la ville qui sont un peu faibles. Les tramways, on est déjà équipés, donc je ne pense pas qu'il y ait de plus-value particulière pour la ville. Et surtout, vous pensez qu'elle ne fera pas le job, que ce sera Rivalta qui va diriger le Citral? Annie Guillemot passe quand même pour quelqu'un qui a un fort caractère. Elle l'a prouvé lors du précédent mandat, en étant capable de tenir tête à Elisabeth Boissy-Kéran qui voulait lui faire changer d'avis sur un projet de médiathèque. Vous pensez, vous, qu'elle sera finalement inféodée à Bernard Rivalta et Gérard Collomb? Qu'elle n'aura aucune marge de manœuvre? Elle passe quand même pour quelqu'un qui a un fort caractère et une indépendance. Je ne juge pas la personne, attention. Annie Guillemot a bien entendu des qualités. Elle a effectivement une certaine autorité, on va dire. Je n'appellerai pas ça du caractère, j'appellerais ça de l'autorité. Néanmoins... ça peut être bon, l'autorité. Oui, surtout en politique, il en faut l'autorité. Mais Emmanuel Valls le sait bien, lui qui va encore utiliser le 49.3 aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais cette autorité, je pense qu'elle n'aura pas l'occasion de la montrer au Citral. Elle va plus être dans la négociation, je l'espère. Je pense qu'il y a des besoins, notamment dans l'Ouest lyonnais. Donc on va voir comment elle se comporte par rapport à ça. Plus que dans l'Est lyonnais, en l'occurrence, dans l'immédiat. Et encore une fois, on sait que Bernard Rivalta est toujours là. Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous. Hier, Gérard Collomb a présenté à Lyon, alors là, ça vous concerne moins directement, même si ça vous concerne, on va y venir, la PPI pour la ville de Lyon, c'est-à-dire le plan de mandat. Il a aussi évoqué à l'intérieur de cette PPI pour Lyon des investissements du Grand Lyon. Ce qui voudrait dire finalement que la PPI du Grand Lyon, enfin de la métropole, est connue alors qu'elle ne vous a pas été présentée à vous élus. Est-ce que ça vous choque ? Oui, alors c'est toujours choquant, surtout que ça fait plusieurs mois qu'on réclame, moi je ne suis pas élu maire, je suis conseiller municipal, mais que les maires réclament effectivement d'avoir une visibilité, d'avoir des entretiens à titre particulier pour savoir ce qui va se passer dans leur commune. C'est important, je crois, et c'est essentiel, et que tout ça traîne en longueur. Mais on voit bien effectivement qu'avec cette loi MAPTAM et la mise en place de la métropole, il y a eu un gros mélange des genres. Et que tout ça devient une espèce de tambouille où tout est mélangé, on va très vite sur certains dossiers, on retarde et on a la traîne sur d'autres. Enfin, la mise en place de la métropole est effectivement assez complexe. Qu'est-ce qui explique que finalement, plus d'un an après l'élection, le plan de mandat à la métropole ne soit pas connu ? Parce que tout a été géré de manière très précipitée. Souvenez-vous, la métropole a été mise en place au début de l'année, il a fallu
gérer la venue de 4000 personnes au niveau du personnel, il a fallu gérer la mise en place de règles de police dans l'urgence, déléguer aux communes, puis reprise aux communes, puis donner aux communes moyennant remboursement. Voilà, tout a été fait dans la précipitation, et on voit bien que là, qu'on prend les affaires les unes après les autres et qu'on fait un peu comme on peut pour rattraper le temps qui manque. Pour finir cet entretien, on va prendre un peu de hauteur et parler des Républicains, puisqu'il ne faut plus dire l'UMP. Vous êtes un soutien de Bruno Le Maire, qui a... Pour l'élection à la présidence, c'était arrivé deuxième derrière Nicolas Sarkozy. On sent que depuis que les Républicains ont été créés, on a directement basculé vers la séquence présidentielle 2017 et que finalement on est rentré dans le début de la campagne des primaires. Est-ce que c'est votre sentiment ? On voit tout le monde plus ou moins se lancer, hein, Juppé, Fillon, Sarkozy. Aujourd'hui, il n'y a que 2 candidats déclarés de mémoire, qui sont effectivement Alain Juppé et François Fillon. Les autres ne le sont pas encore. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, n'a pas fait acte de candidature pour le moment. Non, je crois qu'il ne faut pas se tromper. La première étape, ce sont les régionales. On a vraiment ce jalon qui est très important à la fin de l'année. Il faut remporter le régional, il faut mettre toutes ses forces dans la bataille. Il ne faut pas se tromper de ce côté-là, parce que si on zappe cette étape, je pense qu'on ferait une grossière erreur. Donc la priorité, c'est ça. Elles arrivent très vite, ces régionales, la campagne va être très courte, très rapide, mais les Républicains ont effectivement les moyens de remporter un grand nombre de régions, une grande majorité de régions. Ça, c'est la première chose. Vous aviez pesé, Bruno Le Maire avait pesé quasiment 30% dans cette élection interne. Est-ce que ça veut dire, comme on le voit souvent au PS, avec les jeux de courant, que maintenant vous allez peser 30% sur toutes les listes? Est-ce que par exemple au régional vous pèserez 30% sur Ronald Auvergne, sachant que Laurent Wauquiez et Bruno Le Maire, c'est des lignes politiques très différentes? Je pense pas que, sans trahir un secret, Bruno Le Maire se positionne comme tel. Lui, ce qui l'intéresse, Bruno Le Maire, il a fait 300 déplacements en 1 an et demi là, dans toute la France. Je crois qu'il est en train de tout simplement prendre le pouls des Français. Il était dans le Gers encore la semaine dernière, auprès des agriculteurs qui ont de vraies attentes. Vraiment, on est dans le concret, on n'est pas dans les jeux d'appareils, combien de personnes au bureau politique. On n'a pas du tout cherché d'ailleurs à se positionner sur telle et telle fonction dans l'appareil des Républicains. Je veux dire, Bruno Le Maire n'est pas venu à la télé en réclamant telle ou telle chose. Non, il a simplement demandé que l'organisation des primaires de la primaire se fasse le plus naturellement, le plus simplement possible, en toute transparence. Je crois que c'est important qu'on ait cette optique-là. Il a placé un des siens justement pour organiser ces primaires. C'est le député Solaire qui s'en occupe et je trouve ça très bien, c'est quelqu'un de confiance. Voilà, encore une fois, il ne faut pas se tromper, les régionales d'abord, après la primaire, on verra qui sera candidat. Et je crois qu'il y a plein de volontés qui sont là, mais d'abord les régionales, l'idée, ensuite la primaire. Cette idée des primaires, elle fait consensus à l'UMP ? Pas forcément, on va pas se mentir, on va pas faire de langue de bois de ce côté-là. Maintenant, consensus ou pas consensus, à un moment donné, les statuts ont été votés. Enfin, je crois qu'on a fait un congrès 10 fondateurs il y a quelques semaines. Les primaires, l'organisation de la tenue de la primaire était dans les statuts, ça a été voté par les militants. Je crois que maintenant, il ne faut plus se poser ce genre de questions. C'est là, on y va, et puis tant pis. Je crois qu'il faut les Républicains, on doit se moderniser un peu pas seulement dans notre façon d'être, mais avec le nom dans notre fonctionnement. Voilà, c'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de la concurrence, il ne faut pas avoir peur qu'il y ait des gens qui émergent, il ne faut pas avoir peur de confronter des idées. Voilà, ça fait partie du fonctionnement d'un parti, d'une famille politique moderne. Merci beaucoup Yann Compan, on arrive au terme de cette émission et moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de l'Autre Direct. Bonne journée, au revoir.